Nous voici à l'aube d'une journée inoubliable, une journée dramatique, le 10 mai 1940. La drôle de guerre vient de finir et la guerre, la vraie, a commencé dans un fracas d'armes, dans la poussée sauvage d'une armée qui sème l'horreur et la ruine. Déjà, la petite ville belge de Bouillon, voisine de Sedan, est tombée. Puis c'est au tour du village de Flouin, dans la banlieue de Sedan, où la cavalerie de Marguerite se couvrit de gloire en 1870. Et voici l'usine de l'Espérance, le point principal où les Allemands ont franchi la Meuse le 13 mai 1940. Entre les pans de murs incendiés, l'ennemi fait une entrée sans gloire. Pauvre ville qui ne fut jamais épargnée. Sedan, charnière de la route des invasions, de tout temps désigné comme un passage naturel vers le cœur de la France, a la plus coûteuse des positions géographiques. Pendant 3 siècles, du XIIe au XVe, les évêques de Liège et de Reims s'étaient âprement disputé la principauté de Sedan. Évrard de Lamarck l'avait acheté en 1425 à son beau-frère, et l'histoire dit qu'un jour il grimpa seul sur le rocher qui surplombait la Meuse, la regarda couler jusqu'au soir et fit construire en ce même lieu le fameux château conservé à travers les guerres par miracle. Dans un coin des remparts, que savent seuls découvrir les amis du vieux Sedan, on peut voir taillé à même la pierre le blason de cette fière lignée des Lamarck à laquelle est liée la grandeur de Sedan. L'un des premiers du nom, le comte Guillaume de Lamarck, portait le surnom de sanglier des Ardennes. Henri Robert, dernier des Lamarck, converti au protestantisme, fit de Sedan une capitale enviée, la Genève du Nord. Enfin, le 2 septembre 1611, est né dans la maison que voici celui qui commença par s'endormir sur l'affût d'un canon avant de devenir maréchal de France à 32 ans et d'être, au dire de ses adversaires, un homme qui faisait honneur à l'homme. Il a laissé son nom à la place Turenne que nous voyons ici dans son état actuel. Cet autre monument, celui-là un joyau d'architecture, est le Palais des Princes, édifié au pied de la forteresse en 1614 par Henri de la Tour d'Auvergne, le père du Grand Turenne. L'indépendance de la principauté de Sedan prit fin avec Louis XIII en 1642. Il y nomma gouverneur le maréchal Abraham Faber, qui rendit à la ville la prospérité et l'éclat des anciens jours. Son tombeau que voici est devenu l'une des curiosités historiques. Faber favorisa la création de la première manufacture royale du Dijon-Val, dont les registres d'échantillons sont pieusement conservés par ceux qui animent aujourd'hui cette illustre maison. Le Dijon-Val, comme nous pouvons nous en rendre compte, garde le même aspect qu'au XVIIe siècle. Seul l'intérieur a subi les perfectionnements mécaniques du XXe. Et pour honorer la fidélité de cette illustre maison, le président de la République en personne va inaugurer une plaque commémorative du privilège exclusif accordé en 1646 au Dijon-Val par le roi Soleil pour la fabrication du drap façon d'Espagne et de Hollande. En réalité, il est bien rare qu'une usine puisse revendiquer comme celle-ci le nom de musée. D'ailleurs, l'histoire habite tous les murs de Sedan. Lafayette, l'un des cavaliers de cette estampe, partit de Sedan pour ce qu'il croyait l'exil et qui fut la forteresse autrichienne d'Olmütz où il resta 5 ans. Les touristes aimeraient bien visiter cette maison où Lafayette avait établi son état-major, mais elle se trouve à l'extrémité de la ville, dans une propriété privée et à l'abri des regards indiscrets. Impossible à Sedan d'oublier la guerre de 1870. Tout nous y ramène. Aussi bien ces vieillards nés pendant l'année terrible que le monument élevé par les Sedanais à la gloire de tous leurs héros, au pied duquel ces anciens ressassent leurs souvenirs de braves gens. Pas un jour ne s'écoule sans que des visiteurs fassent un pèlerinage à Bazeilles, à la célèbre maison de la dernière cartouche.
Écoutons maintenant mademoiselle Guillaume, conservatrice de cette demeure, où, en 1870, le commandant Lambert, avec ses 57 hommes et officiers, tint en échec les charges furieuses des soldats bavarois et ne se rendit qu'après avoir tiré ses 26 dernières cartouches. Mon père, qui a été le témoin oculaire de la bataille de Sedan, se trouvait à ce moment sur la côte du Terme, de l'autre côté de la ville. Voilà comment les choses se sont passées. Les 4 armées françaises, fortes d'environ 100 000 hommes, repliées sur Sedan après les batailles harassantes de Beaumont et de Mousson, n'ont pas pu se dégager à temps et croyant avoir affaire à une faible armée commandée par le prince royal de Saxe, 70 000 hommes, ont accepté la bataille et se sont vus entourés par 6 armées allemandes fortes de 240 000 hommes, appuyées par une écrasante artillerie de près de 400 pièces. Malgré la défense acharnée du 12e corps d'armée à Bazeilles, malgré la bataille glorieuse à Ballon et la charge célèbre de la cavalerie de Marguerite, le sort en a été jeté et l'armée, acculée à Sedan, privée de vivres et de munitions, décimée par un bombardement meurtrier, a été contrainte de se rendre. C'est Napoléon III lui-même qui a voulu éviter, en prenant cette initiative, le sacrifice inutile de ses soldats encerclés et déjà tombés par milliers, et dont les corps sont enterrés dans la crypte de Bazeilles, où, fait unique dans l'histoire, reposent côte à côte les corps de 3000 soldats français et allemands. Le brave gardien a joué devant notre caméra son dernier rôle. En effet, il est mort peu après, et il dort à jamais près de l'ossuaire dont chaque jour, pendant si longtemps, il ouvrit la porte. Verdun, Montmédy, noms évocateurs des grandes batailles sanglantes qu'on espérait sans lendemain. Au centre de la place Nassau, le monument de 1914 donne le départ à l'une des plus belles avenues de Sedan, l'avenue Philippe Otto. Peu éprouvé en 1914, le centre de la ville n'existe plus depuis mai 40. Seul un coffre-fort d'une solidité véritablement à toute épreuve émerge des ruines. Peut-être se dresse-t-il là comme le symbole de la prospérité de la ville. Mais les enfants qui jouent dans les décombres avec la même aisance que dans un parc se soucient fort peu des symboles et ils semblent avoir heureusement oublié les mauvais jours. Quant au facteur, depuis bientôt 10 ans, il a pris l'habitude de retrouver des adresses de locataires qui n'ont plus de maison. Sans doute espère-t-il aussi voir un jour la place telle qu'elle doit s'élever, fidèle aux anciennes architectures. Car on travaille à Sedan, et la reconstruction y est en route. Si la main-d'œuvre et les matériaux avaient été aussi disponibles que les bonnes volontés, les ruines seraient depuis longtemps relevées dans ce pays courageux. À Sedan, on ne se lamente pas, on sait renaître. Ce n'est pas, hélas, une expérience nouvelle. La ville, de toutes parts, bourdonne, palpite, travaille. Il paraît que c'est au marché que l'on sent battre le cœur d'une ville. Celui de Sedan ne manque pas de pittoresque. Et l'on y est aux premières loges pour voir défiler les mariés. Et voici la célèbre maison dite Maison des Gros Chiens. Parce que, à croire la légende, les sculpteurs malhabiles avaient voulu tailler dans la pierre des lions que tout le monde prit pour de vulgaires chiens. Comme sur un coup de baguette magique, nous nous transportons de cette gravure de 1820 qui représente la place Turenne à la place Turenne d'aujourd'hui où la vie continue presque sans changement. À côté des ruines, le mouvement, les enfants, les voyageurs qui attendent dans une file impassible l'autocar. L'autocar, ce petit-fils de la diligence que M. de Turenne n'avait pas prévu et qui tout à l'heure passera sur ce pont refait 2 fois depuis 1940. Au début de la guerre, il a en effet été détruit, comme d'ailleurs tous les ponts de Sedan. Sauf celui-ci, appelé le viaduc de Torcy,
qui relie la ville au faubourg du même nom et où se groupent les principales industries. Ce faubourg est séparé de Sedan par le canal de Torcy, dont nous avons devant les yeux la principale écluse. Comme il est beau ce bras de Meuse, la Meuse de Péguy, la Meuse sur les bords de laquelle Rimbaud écrivit ses premiers poèmes. Mais revenons plutôt sur terre et voyons le port de Sedan. C'est un port fluvial dont l'activité conditionne le rythme de l'industrieuse cité. Beaucoup d'industries secondaires sont venues s'établir dans la ville et à proximité. Des forges, des fonderies, une chocolaterie, des brasseries, et les matières premières affluent par eau et par rail de tous les points de la France et même de l'étranger. Et en tout premier lieu, le charbon, ce nerf essentiel de toute l'activité moderne. Depuis toujours, Sedan est connu comme un centre de l'industrie textile du cardé. Et des wagons de laine achetés en Amérique du Sud, en Australie ou à Mazamet arrivent en gare de Sedan pour alimenter les usines dont on voit poindre les cheminées autour de la ville. Ni les guerres, ni les révolutions n'ont altéré autour des siècles la marche de cette industrie. Depuis les princes clairvoyants qui surent favoriser le développement de l'industrie textile, toute une pléiade d'hommes de grande valeur ont contribué, après Faber, à assurer la renommée du drap de Sedan. Par exemple, Cadeau, Ternaux, Labauche, Poupart de Neuflise, Cunin-Griden, qui fut ministre de Louis-Philippe, et j'en passe. Les destructions, l'occupation n'ont pu empêcher les industriels de reconstituer leurs usines. Mais les matières premières faisaient souvent défaut, jusqu'au moment où l'aide Marshall, avec ses apports de laine et de coton, permit aux usines sedanaises de retrouver leur activité d'autrefois. Près de la moitié de la population ouvrière sudanaise, c'est-à-dire environ 5000 ouvriers, travaillent dans le textile à l'heure actuelle. Pour les amateurs de chiffres, précisons que ces ouvriers utilisent 105 000 broches à filer et 1450 métiers à tisser. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter depuis la libération. Mais voici que la laine mélangée, pesée et reprise par toutes ces petites roues en rotation, sortira brossée et peignée. Ces brins placés parallèlement et tordus ensemble formeront peu à peu le fil de laine. Songez que chaque jour, il sort ainsi 130 000 km de fil à tisser, de quoi faire 4 fois le tour de la Terre. « 22 000 mètres de tissu sont aussi achevés quotidiennement dans les usines. Les amateurs de chiffres apprendront avec joie que ces 22 000 mètres empilés atteindraient presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Mais il n'y a pas que des chiffres et des quantités, il y a la qualité. Et elle est assurée par de véritables dynasties de filateurs, de tisseurs ou d'apprêteurs qui poursuivent la même tâche de père en fils. C'est ce qu'on appelle l'habileté héréditaire. Il paraît que les jeunes excellent à tous ces travaux. Observez cette jeune fille qui rattache les fils de la chaîne. Quelle sûreté, quelle sobriété de geste et quelle sévérité. Les fils ont l'air de couler à travers ses doigts comme les cordes d'une harpe. Un lainage écru trop large et trop long va sortir du tissage. Il faudra le réduire et le débarrasser de toutes ses impuretés dans une série d'opérations qu'on appelle les apprêts. Est-ce que les femmes pensent à tous ces travaux lorsqu'elles palpent un morceau de tissu avant de l'acheter? Mais ce n'est pas fini car les apprêts à eux seuls englobent une douzaine d'opérations distinctes qui donneront au tissu son velouté, son lustre et sa couleur. Viennent ensuite le noppage et le raccommodage. Et nous voici précisément chez les raccommodeuses qui chantent en travaillant comme les nains de Blanche-Neige.
Ce champ fait regretter un peu l'époque où tous ces travaux se faisaient chez les petits artisans spécialisés dans chaque branche et disséminés autour de Sedan. D'ailleurs, quelques-unes de leurs maisons subsistent encore. Mais il était plus logique de réunir, comme on le fait depuis 50 ans, tous les travaux d'après dans une seule grande usine de la banlieue sedanaise qui transforme la matière brute de tous les tissages. Foulé, le tissu est réduit dans sa longueur et sa largeur par un passage continu entre les mâchoires puissantes de cet appareil qui est le fouloir. Le tissu est lavé à grande eau avec du savon qui se forme peu à peu à même la matière. Voici le tissu lavé, dégraissé et étalé par cette machine au profil étrange qu'on nomme la déboyauteuse. Passé à l'eau une dernière fois après avoir été plié, il part vers la carboniseuse afin que soient brûlées toutes les impuretés que contient ce lainage. Il passe ensuite dans un bain d'acide dilué. Toujours rattaché à la pièce précédente, il passe encore dans un four pour carboniser dans des chambres de plus en plus chaudes tous les corps étrangers qui n'ont pas été attaqués par l'acide. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'au milieu d'une usine absolument moderne et mécanisée, tant d'opérations se font encore à l'œil et au toucher. On ferait d'ailleurs sourire les ouvriers en leur disant que cela est extraordinaire. Ils trouvent tout naturel de travailler ainsi, avec autant d'attention que de connaissance et d'amour de leur métier. Chacun a conscience de sa propre valeur et de sa responsabilité à chaque échelon. Certains ouvriers ont de 20 à 60 ans de métier. Comment voulez-vous sans cela qu'un coloriste ait la sûreté de main de celui-ci? Regardez-le. Sans la moindre balance, analysant d'un coup d'œil toutes les composantes de la teinte recherchée, il prépare directement ses couleurs dans le seau avec une assurance que nous persistons à trouver extraordinaire. Le tissu encore blanc tourne dans le bac où il va, comme disent les gens de métier, monter au bouillon pour se colorer progressivement à chaud avant de subir encore une série d'opérations aussi délicates les unes que les autres. C'est la laineuse qui redresse et arrache les fibres. Ces fibres arrachées forment sous la machine un matelas moelleux du plus joli effet. Et la tondeuse, qui égalise les poils, donne au drap son lustre et son aspect définitif. Le tissu va ensuite être brossé et passé à la décatisseuse. À moins qu'il ne subisse deux opérations complémentaires. D'abord, la rame. Curieux nom en vérité pour cette rampe mobile à vapeur. Mais qu'est-ce ceci? Vous voyez que par la rotation rapide de la plaque de cette étrange machine, il se forme à la surface du tissu des petites boules laineuses d'un effet charmant. C'est la ratine, une des spécialités majeures de Sedan. Enfin, le tissu va subir maintenant l'épreuve suprême, qui est le regard du directeur entouré de son état-major. Ces vérifications se déroulent sous l'œil bienveillant de Saint-Blaise, patron des filateurs et des tisseurs, qui ont grandement contribué au prestige de Sedan. Sedan, ville martyre, placée au cœur de cette rude région ardennaise, dont le blason atteste une volonté farouche de vivre, de prospérer, au milieu des souvenirs d'un passé glorieux.